Bienvenue pour un nouvel épisode avec le Maroc depuis Washington. Nous aborderons aujourd'hui les axes suivants. Le leadership du Maroc dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Maroc, États-Unis, un modèle de coopération dans la région en matière de lutte contre le terrorisme. Les camps de Tindouf en Algérie, foyer de tension et bombes à retardement menaçant la sécurité de la région. L'importance de la cybersécurité dans la lutte contre la radicalisation. Et enfin, une interview d'étudiants américains partageant leurs impressions sur le Maroc. Il y a 2 semaines, les forces de sécurité marocaines ont réussi à démanteler une dangereuse cellule affichée à Daesh. Cette opération, la 4e de l'année et 3e en moins d'1 mois, souligne le rôle croissant du Maroc dans la lutte mondiale contre le terrorisme. En effet, ces dernières années, le Maroc est devenu un acteur clé dans ce domaine, accumulant des victoires significatives contre les groupes terroristes et démontrant son engagement à maintenir la stabilité nationale et régionale. Ce succès est le fruit d'une coopération solide entre le Maroc et les États-Unis. Il illustre le partenariat stratégique entre les 2 nations dans la lutte contre le terrorisme. Cette collaboration a permis d'améliorer l'échange de renseignements, de mener des opérations conjointes et de renforcer les capacités, affaiblissant ainsi considérablement les réseaux terroristes dans toute la région. Cependant, la situation dans le Sahel et dans les camps de Tindouf en Algérie soulève des préoccupations pressantes. Ces zones sont de plus en plus perçues comme des terrains propices aux activités terroristes, constituant une menace sérieuse pour la sécurité régionale. L'instabilité et l'absence de gouvernance efficace y créent un environnement favorable à l'enracinement et à la propagation des idéologies extrémistes. Pour faire face à ce problème, une approche multidimensionnelle est nécessaire, incluant des mesures de cybersécurité robustes, afin de prévenir la radicalisation des jeunes. En effet, la cybersécurité est essentielle pour contrer la propagande extrémiste et protéger les populations vulnérables contre le recrutement en ligne par des organisations terroristes. Des stratégies de cybersécurité efficaces peuvent perturber les plateformes numériques utilisées par les terroristes pour l'endoctrinement et le recrutement de nouveaux membres. Pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau 3 experts. Je serai d'abord accompagné de Norman Rule. Norman est conseiller principal pour le projet sur les menaces transnationales de l'Université de Houston au Centre d'études stratégiques et internationales. Il a travaillé pendant 34 ans à la CIA, où il a géré d'importants programmes relatifs au Moyen-Orient. Dans la 2e partie, j'aurai le plaisir de recevoir Khalid Halloumi. Il est chercheur en cybersécurité et diplômé de l'école de services extérieurs de l'université de Georgetown, spécialisé dans l'étude de l'intelligence artificielle et de la sécurité nationale. Il a collaboré avec les Nations Unies sur des projets de lutte contre le terrorisme, ainsi que sur divers programmes de gestion. Et comme à l'accoutumée, parmi nous, notre chroniqueur Georges Lindrit, il préside depuis 1998 le Frontiers of Freedom Institute, un groupe de réflexion conservateur axé sur les politiques publiques émanant de la vision de l'ancien sénateur américain Malcolm Wallop. Bienvenue messieurs, je vous propose tout d'abord de suivre la correspondance de Jihan Mansour. Les succès des institutions marocaines dans la lutte contre la menace terroriste et les cellules terroristes qui mettent en péril la sécurité du royaume et de ses régions voisines se poursuivent. Ces efforts ont été salués par les décideurs politiques à Washington, qui considèrent le Maroc comme un bouclier inébranlable contre les forces du mal et une porte d'entrée vers la sécurité, la stabilité et le développement en Afrique du Nord et dans le monde entier. Il s'agit en fait de la 4e opération de ce genre en 2024 et de la 3e en moins d'1 mois, témoignant de l'efficacité de la stratégie sécuritaire marocaine à travers des interventions proactives, tant sur le terrain que dans le cyberespace. Les services de sécurité marocains se distinguent par leur leadership et leur professionnalisme, reconnus au niveau international.
Après le déclin de Daesh en Syrie et en Irak, la région du Sahel et du Sahara, ainsi que les camps du Polisario en Algérie, sont devenus des bastions et des destinations pour les organisations terroristes qui profitent de leurs relations suspectes avec les chefs militaires et les services de renseignement du régime algérien. En effet, la guerre contre le terrorisme est aussi une guerre d'idées, de croyances et d'idéologies. Le royaume du Maroc, sous la direction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, adopte une vision des droits de l'homme parallèle à l'effort sécuritaire. Cette approche offre à ceux qui ont été égarés l'opportunité de se repenser, de se repentir, de se réformer et de s'engager dans des programmes de réintégration au sein d'une société qui rejette intrinsèquement l'extrémisme. Jehan Mansour, depuis le siège du département d'État des États-Unis, Média TV, Washington. Merci Jehan. Alors commençons par vous, Georges Lindrit. Quelles sont les stratégies spécifiques mises en œuvre par les forces de sécurité marocaines contre les cellules terroristes? Marc, votre question est pertinente et je pense qu'elle mérite une attention particulière. Car le Maroc figure parmi les pays les plus sûrs au monde, selon l'indice mondial du terrorisme, publié cette année. Alors que le monde connaît une augmentation alarmante des attaques terroristes, le Maroc a enregistré de grands succès. Il est considéré comme un modèle régional et international dans la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi il est pertinent de s'y intéresser. Le Maroc a adopté et renforcé une stratégie globale qui comprend des efforts de sécurité vigilants à l'intérieur du pays, une coopération régionale et internationale, ainsi qu'une politique efficace de lutte contre la radicalisation. Le Maroc a réussi à démanteler des cellules terroristes dès les premières phases de planification des attentats. Certains de ces attentats étant dirigés contre des personnalités publiques, des services de sécurité, encore du grand public. Plutôt que de réagir au terrorisme une fois qu'il s'est produit, le Maroc a pris l'initiative de le prévenir en amont, ce qui a porté ses fruits pour la population marocaine. Cette approche proactive a permis de protéger le peuple marocain de la violence terroriste. Et bien sûr, l'affaiblissement des cellules terroristes profite également au reste de la population mondiale. Je pense que le monde a donc beaucoup à apprendre de l'expérience marocaine. Nous vous remercions, Georges. Alors Norman, en tant que conseiller principal du projet de lutte contre l'extrémisme et fort de vos 34 années d'expérience à la CIA, pourriez-vous nous expliquer comment les forces de sécurité marocaines ont évolué dans leur stratégie de lutte contre le terrorisme, stratégie développée depuis près de 2 décennies? C'est une excellente question. Pour commencer, il est essentiel de souligner que le Maroc a maintenu et financé certains fondamentaux. Le Maroc dispose d'une institution de sécurité bien qualifiée et l'ensemble du gouvernement s'efforce de vaincre la menace terroriste. Le Maroc entretient une coopération étroite avec divers services de sécurité en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et aux États-Unis. Le gouvernement marocain bénéficie donc de tous ces atouts dès le départ. Cependant, les Marocains ont également étudié attentivement l'évolution de la menace et travaillé avec leurs partenaires, notamment les États-Unis, pour comprendre comment ces différents acteurs communiquent entre les pays, les petites cellules, comment ils utilisent les outils cybernétiques et les différentes armes qu'ils emploient. Ils ont collaboré à l'élaboration d'une carte des individus impliqués, de sorte que lorsqu'une activité suspecte est détectée dans un pays, ils vérifient si cela se produit également au Maroc ou ailleurs. Grâce à ces efforts, les Marocains ont réussi à sauver de nombreuses vies, tant marocaines qu'américaines. Donc, selon vous, la collecte de renseignements joue un rôle crucial dans l'efficacité du Maroc en matière de sécurité. Alors, pouvez-vous approfondir ce point, s'il vous plaît? Quelles mesures concrètes le Maroc met-il en œuvre pour améliorer la sécurité de son territoire, ainsi que dans toute la région, et même bien au-delà? Écoutez, le Maroc consacre des ressources considérables à la compréhension des personnalités, des tactiques et des outils utilisés par Daesh, tant au Maroc que dans d'autres régions. Cela est crucial car les acteurs de Daesh pourraient importer ces outils, ces personnalités et ces relations au Maroc et dans d'autres pays. Le Maroc commence donc cet effort avec une base solide pour comprendre les dynamiques en jeu.
Toutefois, le renseignement est un travail d'équipe. Il est essentiel d'avoir des amis et des partenaires dans plusieurs pays capables de réunir les compétences analytiques et de collecte nécessaires pour alimenter une base de données commune. Ainsi, lorsqu'une personne voyage dans un pays ou plus encore dans plusieurs pays pour rendre ses déplacements difficiles à suivre, il y a des partenaires capables de fournir rapidement et de manière précise des informations sur ses activités. Cela inclut ses contacts, sa formation et ses intentions ultimes. Ces données sont ensuite transmises aux services de sécurité marocains qui ont mené une série d'opérations antiterroristes couronnées de succès grâce à ces informations. Merci Norman. Nous accueillons maintenant Khalid Halloumi, chercheur en cybersécurité et en politique sécuritaire à l'université de Georgetown. Alors, pourriez-vous nous parler des plateformes numériques? Norman en a brièvement évoqué l'importance, mais comment les cellules et organisations terroristes utilisent ces plateformes pour atteindre les jeunes et tenter de les radicaliser? Merci Marc. C'est une question très pertinente. Généralement, les groupes terroristes exploitent une vaste gamme d'outils numériques facilement accessibles et sécurisés grâce au cryptage. Ces outils leur permettent de diffuser des informations et d'échapper à la loi. Par exemple, des applications comme Telegram entièrement cryptées sont souvent utilisées par ces groupes pour créer des réseaux, échanger des messages incitant à adhérer à des idéologies terroristes, planifier des opérations et diffuser de la propagande. Même sur les plateformes de médias sociaux plus ouvertes comme Facebook et Twitter, ces groupes trouvent des moyens d'agir. Du point de vue de Meta, il est extrêmement difficile de surveiller chaque individu et chaque groupe diffusant ses idéologies, ce qui rend la tâche très pratique pour les groupes terroristes. Ces derniers peuvent facilement réapparaître sous de nouvelles identités si leurs comptes sont supprimés. Bien que Meta et d'autres plateformes tentent d'utiliser l'intelligence artificielle pour repérer et censurer ces contenus, le défi reste immense. Ce qui continue de faire de ces plateformes des outils efficaces pour la propagation de leurs idéaux. Merci. Et je me tourne à présent vers Georges Lindrit. Les opérations conjointes et les relations entre les États-Unis et le Maroc ont joué un rôle essentiel dans la sécurité des deux pays. Alors, pourriez-vous nous parler de ces relations et nous expliquer comment elles ont contribué à mettre fin à de nombreuses activités terroristes? Bon, écoutez, les États-Unis et le Maroc entretiennent une longue histoire de coopération solide en matière de lutte contre le terrorisme. L'intérêt des États-Unis à travailler en étroite collaboration avec le Maroc s'explique, selon moi, en grande partie par le leadership et les réussites du Maroc dans ces questions de sécurité. Le Maroc est le partenaire africain le plus proche des États-Unis, avec des relations bilatérales fondées sur le respect mutuel, la confiance et la coopération en matière de sécurité. Cette amitié et cette relation ont débuté il y a plus de 245 ans et n'ont cessé de se renforcer d'ailleurs. Plus récemment, au cours des 3 dernières décennies, le Maroc a accueilli de nombreux exercices conjoints avec les troupes américaines, tels que l'exercice africain Lion, le plus grand exercice militaire annuel en Afrique. Cela illustre un véritable modèle de partenariat sur le continent africain. Depuis 2020, le Maroc et les États-Unis ont convenu d'une coopération militaire de 10 ans, renouvelant ainsi leur alliance bilatérale pour relever les défis actuels. Cette relation est donc très ancienne et continue de se renforcer. Je pourrais probablement continuer à parler pendant 20 minutes des différentes facettes de la coopération entre le Maroc et les États-Unis. Parfait, merci Georges. Alors Norman, Khalid a évoqué Telegram et Meta, mais aussi Facebook et toutes les plateformes que les terroristes utilisent pour étendre leur toile. Face à cela, le Maroc et ses voisins doivent rester à la pointe de la technologie afin de devancer ces terroristes. Alors que font-ils pour y parvenir? Comment les Marocains et les Américains intègrent-ils leurs efforts technologiques pour rester informés et réactifs face à toutes ces menaces?
Le défi de la lutte contre le terrorisme réside souvent dans la couverture de zones géographiques très étendues, la diversité des langues et la dispersion des individus dans différents pays. Cela représente un véritable défi pour les ressources de toute entité de lutte contre le terrorisme, que ce soit au niveau de l'Union européenne, des États-Unis ou du Maroc. Les Marocains ont utilisé avec succès la technologie des drones pour offrir au personnel de sécurité une plus grande flexibilité et une capacité accrue à surveiller les suspects et à identifier les moments propices à leur appréhension tout en minimisant les menaces ou les pertes civiles. Parallèlement, l'intelligence artificielle a permis aux Marocains, aux Américains et à leurs partenaires de passer rapidement au crible des milliers d'informations pour identifier des indices révélant une cible spécifique nécessitant une intervention. En outre, le problème de cryptage, comme l'a décrit Khalid avec éloquence, affecte les systèmes de communication de différents pays. En collaborant avec ces pays pour identifier les possibilités de décryptage, il est possible de comprendre les intentions exactes des terroristes. Ainsi, la technologie est un élément essentiel que les Marocains, les États-Unis et leurs partenaires utilisent quotidiennement pour combattre le terrorisme. Khalid, quelles sont les mesures en matière de cybersécurité qui sont mises en œuvre pour perturber la propagande et le recrutement des organisations comme Daesh et ses affiliés? Nous avons abordé la question du cryptage, un sujet très intéressant. Il est évident que l'on ne peut pas simplement tenter de contourner la protection de la vie privée, mais qu'il faut aborder ce problème de manière globale. Le cryptage pose d'autres défis. Les antécédents d'entreprises ayant tenté de contourner ces obstacles ont démontré les difficultés. Par exemple, sur Twitter, il est nécessaire de rechercher ces comptes individuellement. Vous avez mentionné l'intelligence artificielle avec des algorithmes continuellement formés pour traquer ce type de langage, le signaler ou l'effacer immédiatement. Ces contenus peuvent également être transmis ultérieurement pour une intervention humaine, ce qui permet un examen plus approfondi. Pour contourner le cryptage, l'utilisation de canaux comme Telegram nécessite une interaction humaine. Des agents doivent infiltrer ces réseaux numériques comme des espions dans un champ d'information pour comprendre qui sont ces personnes, ce qu'elles font, de quoi elles parlent. L'élément humain ou analyste de la menace est crucial. Ces analystes tentent de s'identifier au groupe, de les infiltrer et de comprendre leurs activités afin de recueillir des renseignements exploitables. Ces informations peuvent ensuite être intégrées dans des rapports et transmises au gouvernement ou à d'autres entreprises pour une meilleure gestion du problème. En outre, une autre mesure efficace dans la lutte contre la propagande terroriste est le recrutement et la mise en place d'efforts conjoints entre les grandes entreprises technologiques et les gouvernements. Merci Khalid. En fait, la collaboration et la coordination sont extrêmement importantes pour lutter contre cette menace globale. Alors avant de poursuivre notre discussion avec nos trois invités, je vous propose de suivre un reportage sur les actions menées par les forces de sécurité marocaines contre les groupes terroristes. Les services de sécurité marocains ont enregistré des succès successifs dans leur opération de lutte contre la menace terroriste et les groupes terroristes menaçant la sécurité du royaume et de ses alliés. La dernière opération de sécurité marocaine, la 4e de l'année 2024 et la 3e en moins de 2 mois, a démontré la précision, le grand professionnalisme de ces interventions ainsi que l'efficacité de l'approche proactive des forces de sécurité marocaines dans toutes leurs branches face à la menace terroriste. Selon de nombreux spécialistes à travers le monde, les forces de sécurité marocaines, en plus de s'appuyer sur la technologie moderne, l'analyse des données et la détection, bénéficient d'un large soutien de toutes les couches de la population marocaine qui rejettent l'extrémisme et le terrorisme. La stabilité et la sécurité au Maroc ne sont plus sujettes à des compromis. Le soutien populaire renforce les efforts des forces de sécurité pour préserver ses acquis et éviter qu'ils ne soient compromis.
لتكمل عمل القوى الأمنية لصيانة هذه النعمة والحيلولة دون ملعبة بها كما تساهم التوعية الروحية والتربية. La conscience spirituelle et l'éducation religieuse des Marocains ainsi que l'approche modérée de l'islam promue au Maroc contribuent également à isoler les théories de violence sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, commandeur des croyants, où tous les croyants sont égaux en tant que citoyens sous le drapeau de la patrie et la protection de ses forces. Les bénéfices de l'approche sécuritaire proactive dépassent désormais les frontières du royaume. Chaque occasion confirme au monde que la vision marocaine en matière de sécurité vise à protéger les vies innocentes et à contribuer à l'édification d'une société humaine et sans violence, comme en témoignent les déclarations de hauts responsables de la sécurité du monde entier. Bien, alors poursuivons notre discussion avec Norman, Khalid et Georges. Malheureusement, l'Algérie a rompu unilatéralement ses relations avec le Maroc. Quelles sont les conséquences d'une telle mesure en ce qui concerne la coordination régionale ? La coordination et le flux d'informations entre les pays frontaliers sont essentiels. Alors en quoi cette rupture nuit-elle à la coopération pour lutter contre le terrorisme dans la région, notamment en Afrique du Nord-Ouest ? C'est une excellente question et vous avez tout à fait raison. La rupture des relations entre les services de sécurité dans une région aussi vaste et complexe que l'Afrique du Nord est un véritable cadeau pour les terroristes. Il ne peut y avoir de programme régional efficace de lutte contre le terrorisme si tous les membres de cette région ne partagent pas régulièrement et de manière fluide les informations et les données sur les menaces, notamment concernant les mouvements de personnel entre les frontières, les camps d'instruction et les camps de réfugiés. De plus, il est crucial de comprendre que dans cette partie du monde, les membres des groupes terroristes tendent à migrer d'une organisation à l'autre. Des rapports publics indiquent que des membres du Polisario ont rejoint Daesh. Il est donc indispensable de disposer de ces données pour identifier les lieux, les antécédents, les formations et les idéologies des personnes impliquées. En somme, la rupture des relations est, comme je l'ai mentionné, un véritable cadeau pour les terroristes. Oui, un cadeau malheureux. Alors Khalid, lorsqu'il s'agit de la cybersécurité et de l'équilibre entre l'expression individuelle et la vie privée des citoyens, quelles sont les mesures que les gouvernements doivent prendre ? Et parviennent-ils à bien équilibrer ces éléments essentiels de notre société ? Oui, c'est une question très complexe. Il n'existe pas une réponse universelle à ce sujet. Chaque gouvernement dans le monde adopte des approches différentes pour tenter de trouver un équilibre. Par exemple, aux États-Unis, il y a un débat constant sur la liberté d'expression et la protection de la vie privée. Les plateformes doivent naviguer entre les attentes du public et les politiques gouvernementales, ce qui crée de nombreux défis sans solution définitive. En Europe, la situation est différente. Par exemple, le Royaume-Uni a adopté des mesures strictes pour contrôler les géants des médias sociaux comme Meta, en déterminant ce qui doit être retiré et ce qui peut rester sur leur plateforme. Chez les gouvernements plus autoritaires, il y a souvent des tentatives d'accéder aux données privées des citoyens sans leur consentement, sous le prétexte de la sécurité nationale. Bien que cela puisse parfois être justifié pour assurer la sécurité des citoyens, cela peut aussi donner lieu à des abus de la part des autorités gouvernementales. Tout à fait vrai. Alors Khalid, revenons à Georges via Zoom. Georges, de nombreuses plateformes en ligne comme X et Meta sont basées aux États-Unis. Comment les Marocains et les Américains peuvent-ils collaborer sur les stratégies antiterroristes pour se compléter mutuellement? Et le font-ils de manière adéquate et efficace? Que devraient-ils faire de plus? Je pense qu'ils font un excellent travail ensemble, en grande partie parce que leurs relations et leurs efforts de coopération reposent sur des valeurs, des objectifs communs ainsi que sur la confiance et le respect mutuel.
Cela constitue un terreau fertile pour des initiatives vraiment efficaces. Le Maroc adopte une approche globale de la lutte contre le terrorisme en s'attaquant aux facteurs sous-jacents qui le favorisent. Par exemple, le Royaume travaille à promouvoir la démocratie, la tolérance, les opportunités, la prospérité, la modération et la liberté, ce qui a un impact à long terme. Le Maroc démontre un véritable leadership en matière de lutte contre le terrorisme. Ce qui est crucial, ce leadership contribue à rendre la société marocaine plus sûre et plus prospère, offrant liberté et opportunité à ses citoyens. D'autant plus, cela complique la tâche des terroristes extrémistes qui tentent de diffuser leur propagande. Certains pays se contentent de répondre à l'extrémisme et au terrorisme par la force brute sans aller au-delà. En fait, le génie de l'approche marocaine réside dans sa dimension multidimensionnelle de la lutte contre l'extrémisme violent. Une force de sécurité solide en fait partie, mais ce n'est pas tout. Pour réussir à long terme, ils adoptent une approche plus sophistiquée. Le monde peut beaucoup apprendre de la manière dont le Maroc aborde ces questions. Le Maroc montre la voie en intégrant des mesures et des stratégies de sécurité, tout en renforçant une société civile forte et résiliente. Je vous remercie, Georges. Alors nous allons maintenant faire une courte pause. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. La discussion d'aujourd'hui porte sur les efforts du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme. Je tiens à souhaiter encore une fois la bienvenue à nos invités Norman Roule et Khalid Haloumi, ainsi qu'à notre chroniqueur Georges Landry. Alors avant de poursuivre notre discussion, je vous propose de suivre le reportage suivant sur la coordination entre les États-Unis et le Maroc. Les États-Unis viennent de confirmer dans une fiche descriptive publiée par le Bureau des affaires militaires et politiques du département d'État que le Maroc est un partenaire essentiel des États-Unis dans les questions de sécurité régionale, visant à assurer la stabilité, la sécurité et la prospérité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Selon cette fiche descriptive, les États-Unis ont fourni depuis la fin des années 1950 un soutien sécuritaire au Maroc à travers divers mémorandums définissant la coopération en matière de sécurité et d'économie. Le Maroc est membre du dialogue méditerranéen de l'OTAN depuis 1995 et a été désigné allié majeur non membre de l'OTAN en 2004, renforçant ainsi ses capacités en matière de recherche, de développement et de formation militaire. La fiche descriptive indique également que le Maroc est le principal acquéreur d'équipements militaires américains en Afrique, avec des ventes d'armes totalisant 8,5 milliards de dollars, comprenant des avions F-16, des missiles HIMARS et des hélicoptères Apache. Le Maroc est reconnu comme l'un des plus grands contributeurs aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, avec environ 1000 soldats déployés dans plusieurs pays africains. En matière de lutte contre le terrorisme, le Maroc est membre du partenariat antiterroriste subsaharien depuis l'année 2005 et membre fondateur du Forum mondial de lutte contre le terrorisme depuis 2011. En 2014, le Maroc a été le premier pays du Maghreb à rejoindre la coalition mondiale contre Daesh et co-dirige actuellement le groupe de discussion Afrique de la coalition. Les États-Unis et le Maroc continuent de renforcer leur coopération militaire à travers l'exercice africain Lion, qui rassemble des milliers de soldats de plus de 20 pays, ainsi qu'un partenariat de formation avec la Garde nationale de l'État de l'Utah depuis l'année 2003. Bien. Alors Khalid, comment les communautés, les organisations de la société civile peuvent-elles contribuer aux efforts de cybersécurité pour prévenir la radicalisation des jeunes par ces cellules terroristes telles que Daesh ? Tout d'abord, je pense qu'il est important de se concentrer sur la prévention de la radicalisation avant même d'aborder la cybersécurité. Car la radicalisation commence souvent par l'exploitation des faiblesses de la société par ces organisations terroristes.
Les personnes confrontées à des difficultés économiques, des problèmes de santé mentale ou un manque de compréhension des causes profondes sont plus susceptibles d'être recrutées. En ce qui concerne les efforts de cybersécurité, il est essentiel de sensibiliser les gens au fonctionnement des plateformes de médias sociaux et de leur expliquer comment les algorithmes influencent ce qu'ils voient. Beaucoup de gens ne réalisent pas que ces algorithmes poussent continuellement du contenu similaire à celui qu'ils ont déjà consulté. Par exemple, lorsqu'une personne regarde une vidéo de propagande de Daesh, l'algorithme va lui proposer de plus en plus de vidéos similaires, ce qui va créer une spirale dangereuse de radicalisation continue. Sensibiliser les gens sur le fonctionnement de ces algorithmes et les risques qu'ils posent est un bon point de départ pour renforcer les efforts de cybersécurité. Oui, en effet, l'observation de Khalid revêt une grande importance car elle cible les populations les plus vulnérables, celles qui souffrent de pauvreté et d'un manque d'interaction sociale. L'objectif est de contrer les algorithmes qui les conduisent vers des sites nuisibles. Il est donc essentiel de prendre cela en considération. En Algérie, dans les camps de réfugiés de Tindouf, ces facteurs peuvent-ils contribuer à l'essor du terrorisme dans cette zone, Norman? Absolument, ces dynamiques sont présentes dans tous les camps de réfugiés, notamment ceux de Tindouf. Analysons cela en profondeur. Si vous êtes un chef terroriste ou un parrain dans un camp de réfugiés, vous commencez par contrôler la population. Il s'agit d'une population susceptible d'être intensivement endoctrinée et dont la solidité idéologique peut être testée. C'est à partir de cette population que vous pouvez identifier et sélectionner des individus que vous estimez capables de mener des opérations à grande distance du camp, puis leur fournir une formation de base ou les contacts nécessaires pour obtenir une formation supplémentaire en dehors du camp. C'est un environnement très difficile à pénétrer pour les services de sécurité des autres pays, car il est impossible d'y envoyer des agents sans qu'ils fassent partie du camp. Ainsi, ces camps deviennent non seulement des viviers, mais aussi des lieux sécurisés où les terroristes peuvent repérer certains des éléments les plus dangereux qui se propagent ensuite dans toute la région et en recrutent d'autres. Tout cela se déroule en temps réel. Les autorités locales et internationales tentent d'évaluer la situation et de relever les défis qui se posent dans la région du Sahel et dans les camps de réfugiés de Tindouf. Examinons cette question de plus près, Norman. Que convient-il de faire et comment peut-on accéder à une zone aussi protégée et isolée avec les capacités adéquates pour mettre fin à ce type d'activité? Encore une fois, c'est une tâche ardue. C'est pourquoi le gouvernement local, en l'occurrence celui qui accueille ces camps, doit être un partenaire volontaire et enthousiaste dans la coopération antiterroriste. En effet, il serait nécessaire qu'un gouvernement local, en l'occurrence l'Algérie, mette en place un programme de collecte de renseignements et de sécurité pour assurer la sûreté du camp. Soyons clairs, il est primordial d'empêcher les terroristes de recruter quiconque. Il faut donc mettre un terme aux opérations de recrutement au niveau local. Ensuite, une fois que ces individus sont identifiés, il est crucial de disposer de leur empreinte digitale, photos et antécédents, de sorte que lorsqu'ils passent par des points de contrôle internationaux ou des aéroports, il soit possible de les intercepter et de prévenir littéralement une action terroriste. Cependant, tout cela dépend de la coopération du gouvernement hôte. Si ce dernier collabore, la tâche est facilitée. En revanche, s'il refuse de coopérer, la tâche devient extrêmement difficile. Une fois que ces individus quittent le camp et entrent en contact avec d'autres terroristes à l'extérieur du pays, la difficulté du problème s'accroît considérablement sans la coopération du gouvernement algérien. Georges Landrit, la situation actuelle représente un défi considérable pour les Marocains, les États-Unis, leurs alliés ainsi que pour les habitants de la région. Cela est dû aux problématiques politiques et sociales complexes qui se manifestent dans les camps de Tindouf. Situés sur le sol algérien, ces camps contribuent à la menace terroriste dans la région. Alors, compte tenu de tous ces facteurs, quel est votre avis sur les mesures à prendre pour y faire face?
Malheureusement, l'Algérie et le Polisario semblent utiliser les camps de Tindouf pour promouvoir l'idéologie terroriste et recruter des extrémistes. L'Algérie et le Polisario se sont alignés avec l'Iran, ainsi qu'avec des organisations terroristes régionales et mondiales, ce qui constitue un signal alarmant quant à leurs intentions. Nous devrions probablement commencer à considérer l'Algérie comme un allié essentiel de l'Iran. Il est donc douloureusement évident que ces acteurs jouent un rôle néfaste en rendant le monde plus violent plutôt que meilleur. Les conditions de vie dans les camps de Tindouf sont exploitées pour pousser la population vers la criminalité, la violence et le recrutement terroriste. Vous savez, le Polisario soutenu par l'Algérie a toujours cherché à promouvoir l'instabilité et l'insécurité, utilisant la souffrance humaine pour avancer son agenda politique corrompu. Sur la scène internationale, certains acteurs travaillent à construire un monde plus prospère, libre, ouvert et sûr, tandis que d'autres irresponsables cherchent à accroître leur pouvoir en maintenant de nombreuses personnes dans la pauvreté et l'oppression. Le Polisario est assurément l'un de ces acteurs, et il semble malheureusement que l'Algérie en fasse également partie, utilisant les habitants des camps de Tindouf comme des pions politiques. Il est crucial de dire la vérité à ce sujet et de commencer à traiter l'Algérie de manière similaire à l'Iran, en l'isolant dans une certaine mesure, car elle met en danger le monde et ses voisins. Merci Georges. Passons maintenant au troisième reportage pour analyser plus en détail les menaces posées par le Polisario, ainsi que ses liens avec le Hezbollah, le régime iranien et les diverses organisations terroristes qui opèrent dans toute la région du Sahel et de l'Afrique subsaharienne. Alors on regarde ce reportage. Dans le cadre de la 55e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, le dernier rapport de l'organisation non gouvernementale pour la promotion du développement économique et social a confirmé que les responsables du Polisario continuent d'exploiter les écoles et les programmes éducatifs pour endoctriner les enfants avec les idéologies extrémistes de l'organisation, en les incitant à la violence, à la haine et à la glorification de la guerre, en leur faisant croire que celle-ci est synonyme d'héroïsme militaire, n'est-ce pas du terrorisme. L'organisation internationale a également révélé que le groupe Polisario s'efforce de créer un climat de tension au sein des camps en jouant sur les sentiments des défavorisés et en encourageant les jeunes à prendre les armes en tout temps, y compris pendant les jours fériés et les célébrations. N'est-ce pas du terrorisme? De plus, l'organisation a souligné que les enfants des camps de Tindouf sont contraints de participer à des entraînements militaires, à des actes de sabotage et d'intimidation, ainsi qu'à des guerres de propagande virtuelles alimentées par la violence et la haine. N'est-ce pas du terrorisme? Il n'est donc pas surprenant que des dirigeants de Daesh, d'Al-Qaïda ainsi que d'autres ayant rejoint les rangs du Hezbollah et des gangs internationaux en Amérique latine soient issus de ces camps situés sur un territoire sous administration de l'État algérien qui clame ouvertement n'avoir aucun lien avec la question du Sahara. Pourtant, en parallèle, l'Algérie arme le Polisario, plaide en son nom dans les forums internationaux et dépense des sommes colossales pour acheter des soutiens à sa thèse séparatiste sans se soucier des conséquences explosives pour les peuples de la région. L'Algérie a ainsi ouvert la porte à l'Iran, au Hezbollah, à Al-Qaïda et à Daesh. N'est-ce pas du terrorisme d'État? Cela ne fait aucun doute. Merci. Khalid, nous avons abordé la question de la société civile ainsi que les initiatives entreprises pour améliorer la cybersécurité. Nous avons également discuté des actions possibles au niveau international pour renforcer cette sécurité à travers les frontières
Le principal défi réside dans la rapidité avec laquelle ces opérations se déroulent sur Internet et via les satellites. Nous nous efforçons de maintenir le rythme. Alors, quelles mesures convient-il d'adopter à présent? Nous discutons régulièrement de la radicalisation des jeunes, un sujet que Norman vient d'évoquer tout à l'heure. Il a souligné la difficulté inhérente à cette problématique lorsque les gouvernements refusent de collaborer. Personnellement, je ne suis pas partisan des solutions superficielles qui ne font qu'effleurer le problème. La montée en puissance du progrès technologique et la démocratisation de l'accès à l'Internet, particulièrement parmi les adolescents, complexifie davantage la situation. Il est impératif d'aborder ces enjeux à leurs racines en répondant aux besoins fondamentaux des populations concernées. Par exemple, il convient de se demander ce qui incite ces individus à recourir à des outils de cybersécurité pour des actes répréhensibles. Si la motivation est de nature économique, telle que le gain financier, il est alors essentiel de s'interroger sur les moyens de les extraire de la précarité qui les y conduit. Les questions sociales et la santé mentale doivent également être considérées. Ce n'est qu'après avoir traité ces dimensions fondamentales que nous pourrons efficacement aborder les aspects de cybersécurité, en renforçant par exemple la coopération internationale, à l'instar des récentes opérations entre la Food and Drug Administration et les agences européennes. Parfait. Norman, les États-Unis et le Maroc ont renforcé leur coopération, consolidant ainsi leurs relations de manière progressive. Alors comment cette dynamique a-t-elle influencé d'autres nations, tant dans leurs interactions avec le Maroc que dans leurs rapports avec les États-Unis? Cette approche est-elle perçue comme un modèle duplicable à l'échelle internationale? Il ne s'agit pas seulement d'une méthode réplicable, mais d'une stratégie qui, au quotidien, habilite d'autres gouvernements. Récemment, les autorités espagnoles ont réussi à démanteler une cellule de Daesh, une opération qui aurait été impossible sans l'assistance du Maroc. Cette aide marocaine repose sur une coopération étroite non seulement avec les États-Unis, mais également avec le gouvernement espagnol et d'autres nations. Il s'agit donc d'une collaboration qui s'auto-renforce, visant à soutenir d'autres pays dans leur succès sécuritaire. Face à la mobilité des membres de Daesh en Afrique et en Europe, il est crucial pour la sécurité de tous ces pays de s'attaquer à ce fléau. La nature de cette relation implique également un niveau significatif de confiance. Nos diplomates et nos personnels de sécurité sont en mesure d'exprimer aux autres gouvernements le degré de confiance que nous accordons au Maroc. Parfait. Khalid, je souhaite vous poser une dernière question. Nous avons abordé le rôle de la société civile dans la lutte contre la radicalisation des jeunes ainsi que l'implication de la communauté internationale. Mais quelle est la contribution de la communauté éducative pour nous permettre de faire reculer la radicalisation des jeunes? Comment pouvons-nous établir des programmes efficaces à ce niveau? En une minute, s'il vous plaît. Comme je l'ai précédemment mentionné, la radicalisation ne découle pas uniquement des avancées technologiques liées à Internet. Il s'agit plutôt d'une idéologie qui exploite les vulnérabilités de notre société. Nous devons donc commencer par aborder ces problèmes sous-jacents, tels que la pauvreté, et enseigner aux jeunes qu'il existe des alternatives pour trouver un sens à leur vie, autre que l'adhésion aveugle au contenu diffusé en ligne, souvent manipulé par de grandes entreprises cherchant à maximiser leurs performances et leurs statistiques d'engagement. En réponse, nous devrions envisager de développer davantage de programmes éducatifs, de collaborer avec d'autres institutions et gouvernements pour traiter cette question. Cela constitue une réponse essentielle. Cette question est effectivement complexe et ardue, mais vous l'avez bien clarifié. En fait, la coordination sécuritaire et l'échange d'informations dans la lutte contre le terrorisme entre les États-Unis et le Maroc revêtent une importance cruciale. De plus, les échanges culturels qui favorisent l'éducation et une compréhension approfondie par nos jeunes sont également fondamentaux. Alors, dans le cadre de nos efforts pour élargir la compréhension entre les populations de nos deux pays, nous avons réalisé une interview spéciale avec des lycéens américains. Nous les avons interrogés sur leur perception du Maroc et de son rôle en tant que pont entre les différentes cultures et nations. Ces interactions illustrent l'engagement du Maroc à favoriser la compréhension et la coopération internationale, éléments essentiels à l'édification d'un monde plus pacifique et sécurisé.
Les témoignages de ces jeunes offrent une perspective unique sur les initiatives de diplomatie culturelle du Maroc et leur impact sur les relations internationales. Je vous propose de suivre cette rencontre captivante avec ces jeunes esprits. Votre émission avec le Maroc depuis Washington se poursuit. Alors nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui quelques élèves de la classe de l'enseignante Chloé Reicher de la Templeton Academy située à Washington DC. Parmi nous également Noah, Chase, Ryan et Lily. Nous débuterons avec Chase qui nous adressera quelques mots de bienvenue. Bonjour, nous représentons la Templeton Academy, un établissement scolaire situé à Washington, D.C. Pourriez-vous nous éclairer sur les recherches que vous avez menées concernant le Maroc et partager avec nous vos connaissances sur ce pays? Le Maroc est un pays situé en Afrique et possède une culture majoritairement arabe. Nous sommes extrêmement honorés d'être ici et de contribuer à l'approfondissement des liens d'amitié entre les deux nations. Nous avons beaucoup appris sur le Maroc, un pays que nous admirons profondément. Bien. Alors Chase, savez-vous avec quel pays le tout premier accord diplomatique des États-Unis a été établi? Le Maroc. J'ai récemment approfondi mes connaissances sur le Maroc, notamment en me concentrant sur ses sites touristiques. Par exemple, j'ai découvert une grande ville nommée Chefchaouen, célèbre pour ses bâtiments et maisons peints en bleu, ce qui lui confère une beauté remarquable. J'ai également appris l'existence d'un important port de commerce atlantique, Casablanca. Plus au nord se trouve la capitale Rabat. Comme mentionné précédemment et comme Chase l'a souligné, le Maroc possède une histoire longue et riche avec les États-Unis, étant l'un des premiers pays à reconnaître notre indépendance à la fin du XVIIe siècle. Tout cela est parfaitement exact. Alors je souhaite à présent vous poser une autre question. Lorsqu'on évoque les trains à grande vitesse, quels sont les pays qui vous viennent immédiatement à l'esprit? Je pense à la Chine et au Japon. Récemment, j'ai également appris que le Maroc disposait de trains à grande vitesse, une information qui m'était jusqu'alors inconnue. Bonjour Lily, je vous souhaite la bienvenue. Alors avez-vous déjà envisagé de visiter le Maroc ou avez-vous eu l'occasion de vous y rendre? En effet, j'ai déjà envisagé de visiter le Maroc. Une collègue de mon père, qui est marocaine et que je trouve exceptionnelle, nous avait même invité à célébrer l'anniversaire de son partenaire. Malheureusement, cela ne s'est pas concrétisé. Bien que je n'ai pas toujours eu le désir de m'y rendre, je pense désormais que ce serait véritablement extraordinaire. J'ai entendu dire que l'architecture y est splendide, chargée d'histoire, ce qui est fascinant à observer, surtout quand on sait combien le pays est avancé technologiquement tout en conservant une culture riche et profonde. De plus, j'ai appris l'existence de vastes déserts au Maroc. L'un de mes rêves serait de passer une nuit à la Belle Étoile dans l'un de ces déserts. Lorsque vous pensez au Maroc, quels aspects ou quelles thématiques associées à ce pays émergent dans le cadre de vos études? Je m'intéresse particulièrement à l'économie du Maroc, un domaine que j'aborde souvent dans mes études sur différents pays. Je suis informé que le Maroc fait un usage intensif des énergies renouvelables, ce qui est remarquable. Plus spécifiquement, l'énergie solaire y est largement exploitée et contribue de manière significative à l'alimentation énergétique du pays. Par ailleurs, le Maroc se distingue comme un important exportateur de matières premières. En outre, son réseau ferroviaire très développé constitue un attrait majeur pour les touristes. En fait, les États-Unis et le Maroc bénéficient d'un partenariat commercial dynamique soutenu par un accord de libre-échange et une configuration assez exceptionnelle. Cet accord facilite considérablement l'importation et l'exportation de biens et services, y compris une grande partie des produits agricoles que nous consommons. C'est grâce à notre système alimentaire que nous pouvons mesurer directement les bénéfices de notre coopération avec le Maroc et de ce type d'échange diplomatique. Alors face aux défis actuels sur la scène internationale, quelle est votre perspective en tant que jeune étudiant? Le monde traverse une période marquée par de nombreux conflits et alliances. Cependant, je me réjouis que le Maroc et les États-Unis entretiennent un partenariat de longue date, comme vous l'avez souligné. Il est essentiel pour chaque nation de posséder des alliés fiables.
Certes, le Maroc, situé sur un autre continent, peut sembler éloigné, mais il est important de noter que plus de 150 entreprises et agences américaines y sont engagées dans diverses initiatives de soutien, selon mes informations. Avoir des alliés est crucial et je suis satisfait que nous maintenions une solide relation avec le Maroc dans son ensemble. Les réseaux sociaux jouent désormais un rôle central dans notre société contemporaine. Je vais vous poser à tous les deux une question à ce sujet. Combien de temps consacrez-vous quotidiennement aux réseaux sociaux? Il semble que les médias traditionnels avec lesquels j'ai grandi, tels que les journaux télévisés du soir ou les journaux papier livrés à domicile chaque matin, ne soient plus vraiment la norme. Et je pense que vous n'y avez pas recours. Alors pourriez-vous nous décrire votre environnement médiatique et expliquer comment vous vous informez sur l'actualité? J'aime penser que je suis relativement bien informé sur l'actualité. Il existe un phénomène appelé doom scrolling dans les réseaux sociaux où l'on se laisse absorber par le défilement continu des nouvelles, souvent sans s'en rendre compte pendant de longues heures. Je dois admettre que parfois, je me laisse également porter par cette vague. Cependant, je crois fermement à l'importance de l'éducation aux médias. Ainsi, chaque fois que je tombe sur une information qui me semble douteuse, je prends le temps de la vérifier. Le processus me conduit souvent à explorer davantage et à m'informer plus profondément. Personnellement, je m'intéresse activement à l'actualité à travers différents médias, que ce soit en ligne, via les journaux traditionnels ou les plateformes de médias sociaux. Je considère que ces dernières sont particulièrement efficaces pour relayer les informations auprès des jeunes générations. Par exemple, des événements tels que le conflit en cours en Palestine n'auraient peut-être pas atteint une telle notoriété sans la libre diffusion de l'information par les réseaux sociaux. Bien. Il est temps de retourner en classe. Nous allons donc donner à chacun d'entre vous 10 secondes pour répondre. Lorsque vous pensez au Maroc, quelles images ou idées vous viennent à l'esprit? Et profitez-en pour adresser vos salutations aux étudiants et jeunes marocains. Bonjour le Maroc, nous vous remercions d'avoir soutenu les États-Unis dès ses débuts et d'avoir contribué à notre développement économique. Bien que séparés par un vaste océan, nous partageons une humanité commune. Au nom des USA, je vous adresse à tous mes vœux de succès et d'amitié. Nous vous exprimons notre gratitude. Je vous souhaite également bonne chance. J'ai entendu dire que la cuisine marocaine est exquise et j'espère avoir l'opportunité de la goûter un jour. Bonjour le Maroc, votre pays est splendide et j'aspire à le visiter un jour. Voilà pour la conclusion. Nous arrivons déjà au terme de cette discussion. Alors, je tiens à remercier mes invités, Norman Roule et Khalid Halloumi. Un grand merci également aux élèves et à leurs professeurs, Chloé Richer et de la Templeton Academy, pour nous avoir consacré un petit peu de leur précieux temps. Merci également à notre chroniqueur, Georges Lindrit, et à notre correspondante, Jihan Mansour. Sans oublier notre équipe de production et notre réalisateur, Mohamed Saïd Al-Wafi. Je vous remercie pour votre attention. C'était Avec le Maroc depuis Washington, qui vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. And we'll see you next week once again for another episode of Maghreb Min Washington.